Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Père porteur, c'est un métier. Mère porteuse, c'est un métier. C'est une vocation. C'est un business. C'est quoi la GPA? On en parle tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Le fait du jour. La chanson d'Alain Souchon. Mais Allô Maman Bobo, ça peut avoir plusieurs significations, effectivement. Et quand j'ai entendu et que j'ai vu Olivia Morel sur les réseaux sociaux, je me suis dit qu'il fallait la faire vraiment venir parce que elle fait partie de ces milliers d'enfants nés par GPA. GPA, gestation pour autrui. Je rappelle juste la définition classique. On l'appelle la maternité de substitution, plus communément mère porteuse, est une pratique par laquelle une femme porte et accouche d'un enfant pour le compte d'une autre personne ou d'un couple qui deviendront les parents légaux de l'enfant après sa naissance. Ça, c'est la définition. Et puis, on parle de tout, on parle des chiffres d'affaires, de GPA traditionnel ou GPA gestationnel. Mais avant d'entrer dans tout cela, moi, ce qui m'a toujours frappé, et je crois que vous le partagez, c'est qu'on ne parle pas de la psychologie, de l'émotion de ces enfants nés par la GPA. Et aujourd'hui, cela fait une génération, moins. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, Olivia Morel, vous en avez parlé, vous. Et ce que je voudrais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené à dire « faut que je parle de cela » ? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler parce que déjà parce que je l'ai fait pour passer un message à mes parents à la base. C'était plutôt pour moi, pour une thérapie personnelle que j'ai commencé à prendre la parole. D'accord. Parler à mes parents parce que je n'étais incapable j'étais pas capable de les confronter. De leur parler directement. Directement, c'était impossible pour moi. J'avais trop peur de leur réaction. J'étais tétanisée, vraiment. Donc j'ai ouvert TikTok un jour et j'ai décidé de parler de ça. Et puis très vite, c'en est venu une lutte. Une lutte pour abolir cette pratique qui pour moi est inadmissible. D'abord, pardon, racontez-nous, vous avez su comment et quand que vous étiez né par gestation pour autrui? Je le dis très souvent, j'ai toujours eu ce sentiment à l'intérieur de moi, dans mon cœur, dans mon instinct. Vraiment, c'était mais très tôt, bon, mes premiers souvenirs, c'est 6-7 ans, donc avant ça, j'ai vraiment pas de souvenirs à titre personnel. Mais très tôt, c'est viscéral, c'est à l'intérieur, je vois qu'il y a une différence avec ma mère, je vois que quelque chose se passe. Voilà, et ça colle pas, il y a rien qui colle, il y a un décalage entre mes parents et moi. Il y a des attentes aussi que mes parents ont vis-à-vis de moi. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je passe une adolescence très catastrophique. C'était un carnage. Parce que avec vos parents, enfin. Avec mes parents, oui, avec mes parents, j'ai passé une crise identitaire énorme. Mais alors déjà l'adolescence c'est compliqué chez des enfants lambda, mais alors chez moi c'était démultiplié parce que justement je savais pas qui j'étais en construction de moi-même et je pouvais pas me construire parce que je ne savais pas d'où je venais. Sans le savoir, sans avoir une preuve tangible, hein, évidemment, mais c'était à l'intérieur de moi. Et comment vous l'avez su? Écoutez, c'est à 17 ans, j'ai ouvert Google, je dis souvent, j'ouvre Google, je tape Louisville, Kentucky, parce qu'il n'y avait aucune raison que mes parents... ma mère a accouché aux États-Unis, elle était française, mon père est suisse, tout ça n'avait aucun sens. Donc je commence à faire des recherches sur Internet, je tombe là-dessus. Vous êtes né au Kentucky? Exactement, je suis né à Louisville, Kentucky, en 91. Et c'est là où je fais mes découvertes, j'ouvre Google, je vois qu'il y a... écrit des agences de gestation pour autrui qui se pratiquent dans cet endroit-là. Et c'est là où vraiment j'ai eu les réponses à mes questions, j'étais née de ça. Et à partir de ce moment-là, je le raconte à tout le monde. Je le raconte à tout le monde, mes médecins, mes amis. Mais attendez, vous l'avez dit d'abord à vos parents? Non, je l'ai jamais dit à mes parents, jamais. Parce que j'avais vraiment trop peur de les perdre. Vous l'avez jamais affronté, vous parlez, pourquoi tu ne le dis pas, pourquoi, etc. Je pouvais pas les affronter, c'était impossible. Pourquoi? Parce que j'ai un conflit de loyauté qui est énorme. On a un prix sur nos têtes, on est acheté, on est voulu, on est désiré, on a l'impression d'être ingrat, on a l'impression qu'on va leur faire du mal. J'avais pas envie de les mettre à mal, j'avais pas envie de les pointer du doigt, j'avais peur, et j'avais peur d'un deuxième abandon. J'avais déjà été abandonnée une première fois, donc imaginer les perdre une deuxième fois, pour moi c'était
C'était impensable. Et surtout à ce moment-là, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Mais vous le racontez à tout le monde, donc ils ont dû le savoir. Non, ils l'ont pas su, pas du tout. Moi, je cachais très bien la chose. Ils sont plus là, pardon, vos parents? Et si, ils sont encore là, ils sont encore vivants, mais ils sont plus là dans ma vie à l'heure actuelle. Vous êtes séparés. On s'est séparés parce que quand ils ont pris connaissance de ma lutte, ils pensaient, je pense, que je luttais contre eux. Que j'avais une vendetta envers eux, que je me vengeais. Ah oui, ils ont pris ça comme un acte d'hostilité envers eux. Exactement, alors que pas du tout, absolument pas. Je l'ai su depuis tellement longtemps que j'aurais pu les confronter, j'aurais pu les engueuler, j'aurais pu me prendre la tête avec eux, mais je n'ai jamais, j'aurais jamais fait du mal et je veux pas du mal, pas du tout. C'est pas, moi je lutte vraiment contre un marché, contre des entreprises, pas contre des gens. Ça n'a aucun sens. En même temps, Olivia, je pose cette question. En même temps, heureusement qu'ils étaient là, non ou pas? Par rapport à ma naissance ? Oui, par rapport à votre naissance. On me le dit très souvent. On me dit très souvent, Olivia, t'imagines, tu serais pas là s'il y avait pas eu la GPA. Qu'est-ce que tu serais venue ? Je serais pas là, tout simplement, à vous parler, c'est tout. Je serais peut-être dans un autre corps, dans une autre personne, je ne sais pas. C'est une question qui est absolument ridicule. À chaque fois, on me dit, Olivia, tu luttes contre la GPA. En quel sens ? C'est-à-dire que le problème, c'est que, vous n'êtes pas responsable. C'est pas vous qui avez choisi la GPA. Ah bah non, d'être dans la GPA, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que vous avez recherché, vous allez savoir qui étaient vos parents biologiques, ou enfin votre parent biologique, qui a oui, la mère porteuse qui m'a porté. Est-ce que j'ai recherché mes origines, mes racines, alors non, je n'ai pas parce que je ne connaissais pas le processus. Non, mais je savais pas que les tests ADN existaient. Très honnêtement, je n'avais aucune idée. Non, ce qui est étonnant, c'est vrai, mais c'est intéressant, et encore une fois, c'est pas du tout une contestation. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas voulu la confrontation. Non, jamais. Mais ça, c'est le problème avec la quasi... Et je parle pas au nom des enfants nés de mère porteuse, mais je me suis constitué un petit groupe d'enfants nés par GPA. Oui. Et tous ces enfants ne parleront jamais. Parce que justement, il y a ce conflit de loyauté, parce qu'ils ont peur de leurs parents. C'est normal. Ils ont peur, on a peur, on a été, toute notre vie, on nous a bourré le crâne que c'était beau, que c'était magnifique, et surtout eux, parce que moi encore, on m'a menti, donc j'ai pas eu ce bourrage de crâne. Oui, vous pas, c'est ça. Voilà, mais ces enfants-là, oui, ils ont été... ils ont eu, leurs parents l'ont dit, c'est la GPA, c'est magnifique, t'es en vie grâce à ça, grâce à moi, grâce à ce processus, et ces enfants-là ne parleront jamais. Et alors Olivia, pourquoi pour vous c'est profondément nocif et je dirais immoral ? C'est immoral d'un point de vue de la femme, parce que c'est la marchandisation de la femme. On utilise une femme comme incubateur, comme on loue son utérus, on l'exploite pour sa capacité reproductive. Il n'y a rien de plus abject aujourd'hui que ça. On parle de principe de l'indisponibilité du corps humain, là on marche dessus. On parle de dignité humaine, on traite la femme en tant que chose. C'est horrible sur plein de points. Après sur le point de l'enfant, c'est terrible aussi parce dans tous les cas de GPA, alors vous pouvez me mettre éthique, altruiste devant, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est toujours un enfant qui est arraché à sa mère à la naissance. Toujours, à chaque fois. Même si la mère n'est pas biologiquement liée à l'enfant. Oui. C'est toujours sa mère. C'est la mère et celle qui accouche. Il y a un vieux... Celle qui porte. Celle qui porte et celle qui accouche. C'est elle la mère, c'est elle, l'enfant va se nouer pendant 9 mois avec elle. C'est elle qui va le faire grandir. C'est elle qui voilà, il va y avoir un échange. C'est la palette des émotions et de tout ce qui se passe dans le ventre d'une mère. On fait pas tout on nous parle du 4e trimestre de grossesse parce que justement, il faut un lien entre l'intérieur du ventre de la mère et l'extérieur du monde extérieur. Donc ça compte, il faut ce lien. Moi je dis toujours, on n'enlève pas des... Il y a une loi sur les chiots. les chiots naissent et il faut absolument qu'ils restent avec leur mère pendant 8 semaines. On a foutu une loi, voilà, ça doit être comme ça, c'est très bien d'ailleurs, parfait. Mais par contre, chez une femme, non, on peut l'arracher à sa mère à la naissance et puis puis on dit que tout va bien se passer parce que les parents ont de l'argent et que... Et quand vous dites les parents ont de l'argent, il faut savoir parce que c'est un business, business mondial. Oui. Je rappelle simplement qu'en Ukraine, où il y a énormément de mères porteuses, parce que c'est toujours un problème économique, c'est un problème de misère, etc. C'est à partir de $50,000 pour l'Ukraine, pour avoir un bébé, entre 110 000 et 170 000 aux États-Unis. Et il faut savoir que le nombre annuel de naissances par GPA est estimé à 2000 à 2500 en Ukraine, selon le gouvernement ukrainien, avant 2022, évidemment, avant la guerre. 8 000 aux États-Unis, dont la moitié pour des couples étrangers, selon Centers of Disease Control.
Le marché aujourd'hui est de 15 milliards de dollars, le marché mondial, et il serait, selon des entreprises consulting, d'ici à 2033 de 100 milliards de dollars. Exactement. On a fait des études de marché sur la vente d'enfants et sur la location d'utérus. On a basé un marché mondial sur ça. C'est complètement intéressant. Vous vous rappelez, c'est un délire. Vous avez vu la phrase de Pierre Berger, le manager d'Yves Saint-Laurent, qui disait les ouvriers donnent bien leurs bras pour la force de travail, pourquoi les mères ne donneraient pas leur ventre pour accoucher? Vous en pensez quoi? Je trouve ça marrant parce que les ouvriers qui donnent leurs bras, en tout cas, eux, ils ont une pause, ils ont un contrat de travail sur lequel, ils ont un temps, ils ont un RTT, ils ont des congés payés, mais la mère porteuse, elle en a pas. Elle en a pas. Elle doit pendant plus de 9 mois parce qu'il y a le processus de la FIV, il y a aussi après quand elle doit donner son lait maternel, généralement il y a une clause qui est prévue pour le lait maternel qui doit être fourni après, donc elle est sous contrat pendant un an et demi, voilà. Et elle peut continuer, refaire. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de temps elle a pas de repos. C'est H24, c'est non-stop. Donc on peut pas me comparer ça avec un ouvrier et une mère qui loue son corps. C'est pas la même chose. On parle pas du tout de la même chose. Et un ouvrier, de ce que je sache, ne va pas vendre sa chair. Il va pas vendre son enfant. Donc on oublie très souvent que dans la GPA, il y a donc la mère porteuse, mais il y a aussi ce petit enfant à naître qui lui aussi. Il fait l'objet de ce contrat, il est marchandisé. Donc on se trouve, c'est pas du tout la même chose. Moi, c'est ce qui revient le plus souvent, très honnêtement. Mais bon, c'est incomparable. Oui, c'est ce qui revient. Non, mais je vous disais ça parce qu'un certain nombre de gens disent ça. Effectivement, on peut juger ça extrêmement obscène aussi. Enfin, c'est ce genre de phrase, comme de comparaison, oui. Évidemment, de toute façon. Maintenant, c'est illégal, comme vous le savez. En tout cas, en France, c'est totalement interdit. Mais il y a des gens qui contournent, on le sait, puisque ils passent à la télévision, à la radio, expliquer que voilà, ils sont contents, ils ont fait un enfant par GPA, etc. Et quand on leur dit oui mais la mère, non, il n'y a pas de mère. Alors certains vous disent voilà, nous avons donné notre semence. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés, les enfants par GPA, ils ont tous vraiment un problème, ou très honnêtement, ou certains sont totalement indifférents en disant c'est comme ça? Non, c'est très compliqué pour... Alors c'est toutes des filles. J'ai pas encore trouvé de garçons, mais c'est toutes des filles et toutes ont des problèmes. Des problèmes psychologiques extrêmement graves. Moi j'ai eu la chance, en tout cas... d'avoir une sécurité. J'avais mon mari, j'avais ma belle-mère, j'avais des médecins autour de moi. J'ai été très accompagnée ces 10 dernières années pour pouvoir enfin prendre la parole. Ça m'a quand même pris un certain moment de me dire ok, Olivia, il faut que tu commences à défendre ta cause et il faut que tu sortes ce que tu as à dire. Mais ces enfants-là à qui je parle, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Soit c'est du syndrome post-traumatique dont elles souffrent, tentative de suicide, drogue, alcool. Il y en a une, elle a été, c'est horrible, elle est née d'un papa solo, donc parce que c'est évidemment la GPA, c'est la seule manière dont un papa seul peut avoir un enfant. C'est assez incroyable. Et vous dites que la proportion, soit de gays, soit d'hétérosexuels, est à peu près la même. Alors on est à 70% de couples hétérosexuels, 30% de couples homosexuels. Donc c'est pas une question d'homophobie encore une fois. Moi je suis contre la GPA pour les homos, pour les hétéros, pour les solos. En tout cas pour cette jeune fille dont je vous parle, qui est née par GPA de papa solo, elle a 22 ans aujourd'hui. Et elle a été abusée toute sa vie par son père. Donc elle ne parlera probablement jamais comme beaucoup de victimes de traumatisme. On va continuer à parler de cela avec Olivia Morel pendant un moment encore, après cette petite pause. À tout de suite. Et avec vous, si vous voulez témoigner, 0826 300 300, réagir ou poser toutes vos questions. On est là pour prendre vos appels. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors il faut savoir, je rappelle aux auditeurs Sud Radio, résistants Sud Radio, que la gestation pour autrui est interdite en France. Elle est interdite en France et d'ailleurs dans plusieurs autres pays. La législation française sur ce sujet est très stricte et régie par plusieurs lois qui visent à protéger l'intégrité et les droits des personnes impliquées, notamment la mère porteuse et l'enfant à naître, vous en parliez, Olivia Morel. Effectivement, indisponibilité du corps humain et d'état des personnes qui sont des fondements du droit civil civil français. Le recours à une mère porteuse, le corps humain ne peut faire l'objet d'un contrat commercial, l'état des personnes comme la filiation ne peut être manipulé par des accords privés.
la GPA est vue comme une forme de marchandisation du corps de la femme et de l'enfant à naître. Sauf que, Olivia Morel, on l'entend, je dis pas tous les jours, mais enfin, des couples qui soient hétérosexuels, homosexuels, ou des gens qui ont dit, voilà, on a eu recours à la GPA, on est très heureux, on a un enfant, on est fiers, et voilà, et ça passe crème. Et ça passe crème, on utilise, c'est vrai que les médias aujourd'hui sont un petit peu complices dans tout ça, parce que ils font, en tout cas dans le lobby, dans les médias mainstream aujourd'hui, on voit que des belles histoires, on voit ces enfants qui sont mis sur un plateau, ils ont 8 ans, ils ont 12 ans, ils ont 15 ans, mais enfin, à 8 ans, 12 ans, 15 ans, on est incapable d'aller à l'encontre de ses parents, c'est très compliqué de se dire, je suis malheureux de la manière dont je suis né, donc oui, on instrumentalise ces enfants, les médias sont vraiment, et je pense qu'il y a une pression sur les médias par le lobby pro-GPA qui est énorme. Et voilà, ils se font un peu ils font de la publicité de la gestation pour autrui. C'est terrible, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Mais je voulais dire quelque chose, je ne nie pas qu'il y a de belles histoires. Je dis pas que toutes les histoires vont être catastrophiques. Ça, il faut pas dire que il peut y avoir des enfants. Mais évidemment, ça se passe très bien. Je ne vais, par exemple, je vais prendre le cas de Christophe Beaugrand. Je suis sûr que son enfant est très heureux. Je vais pas le pointer du doigt. J'y crois. Je veux y croire. Heureusement qu'il y a de belles histoires. Heureusement, je vais dire. Mais c'est pas ce qui rend la pratique plus éthique. Ouais. Ça, c'est pas parce en fait, c'est la pratique que mais bien sûr, c'est la pratique. Moi, je compare toujours au temps des esclaves. Il y avait des esclaves bien nourris, bien logés, ils étaient heureux, ça se passait bien. Voilà, on faisait la promotion pour l'esclavagisme, mais ça a été aboli parce que on peut pas, d'un point de vue éthique, moral, c'est pas possible. Et la GPA, c'est exactement pareil. Il y a de belles histoires, j'en suis certaine. À 100%, mais c'est pas possible de marchandiser le corps d'une femme et de vendre, d'acheter un enfant. C'est impossible. Ouais. Impossible aujourd'hui. C'est inaudible en 2024 en tout cas. Et que ceux qui disent effectivement, oui, mais vous comprenez, on les fait vivre, ces femmes, c'est bien, sinon elles seraient dans la misère. Écoutez, s'il y avait Gisèle Halimi qui disait, si vous donnez de l'argent à toutes ces femmes pauvres pour vivre dignement et élever leurs enfants dignement, et vous leur donnez les moyens de le faire, mais il n'y aura plus de location de ventre, comme elle le disait. Et puis on peut rappeler peut-être aussi, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et on n'a pas de leçon à donner, il y a quelque chose qui s'appelle l'adoption. Oui. Il y a des millions d'enfants de par le monde qui sont abandonnés dans des conditions incroyables, atroces, dramatiques. Et je ne comprends pas pourquoi, et je comprends très bien que le désir d'enfant soit là, et il est plus que respectable et légitime, mais pourquoi on n'adopte pas ? Pourquoi ces personnes n'adoptent pas ? Alors parce qu'ils veulent des enfants de leur gène. Voilà. Oui, enfin, alors on dit très souvent, oui, bon, l'adoption c'est difficile, c'est un parcours du combattant. Oui, mais c'est normal parce qu'on protège les enfants. On protège les enfants pour les mettre dans des familles parce qu'ils ont subi un drame. Et on essaie que ça soit sa propre semence. Voilà, on essaie de réparer une situation qui a été déjà compliquée. Donc on essaie de faire au mieux pour rendre ces enfants heureux. Sauf que dans la gestation pour autrui, on va créer un abandon. C'est le docteur René Freeman qui dit ça. C'est un abandon sur ordonnance. C'est un abandon programmé. Et je souhaiterais dire que dans les gestations pour autrui, les commanditaires, ceux qui vont acheter les enfants, les parents d'intention, peu importe comment vous les appelez, il n'y a aucun contrôle sur eux. Aucun, zéro. Il n'y a pas de background check, il n'y a pas de rien. Ce qui peut arriver après. Mais etc. Rien. Donc c'est une façon de contourner l'adoption. On utilise la gestation pour autrui quand on a les moyens. Voilà, c'est tout. Mais ça, malheureusement, on a vu plein de cas terribles de couples qui ont abusé d'enfants. On ne veut pas dire que c'est la majorité. Ce n'est pas la majorité. C'est l'exception. Peut-être. Mais en tout cas, le problème. Mais effectivement, c'est la marchandisation. C'est la marchandisation, exactement. Et c'est ça. Et le fait aussi que les enfants ne sont pas protégés. Voilà, c'est tout. Merci Olivia Morel. Mais merci à vous.